soir, à Bukavu, le litre d'essence coûte 5 000 francs congolais. Il y a 7 jours, il en coûtait 3 500. Les conducteurs de mototaxi ont absorbé le choc comme ils absorbent tout depuis des années, en le répercutant sur leurs passagers. Une course qui valait 1 000 francs en coûte 2 000 ce mardi matin. Ce n'est pas de la politique, c'est la vie en direct dans une capitale provinciale de notre Est. Bonsoir à vous qui nous rejoignez depuis Kinshasa, depuis Goma, depuis Lubumbashi, depuis Bukavu, depuis Kisangani, depuis Beni, depuis Matadi et depuis Ndaka. Bonsoir à nos compatriotes de la diaspora qui nous regardent ce soir depuis Athènes, depuis Rome et depuis Vienne. Bienvenue dans cette édition d'Inside News RDC. Ce soir, notre pays fait face à 2 convocations simultanées. La première arrive de New York, où un tribunal reçoit une plainte de 131 millions de dollars contre l'État congolais. Des ambulances livrées, une facture jamais honorée. La deuxième convocation nous vient de nos propres archives budgétaires, rendues publiques le 31 mars dernier. En 2025, la présidence de la République a dépensé 832 millions de dollars. Le Parlement en avait autorisé 303. L'écart représente 529 millions de plus, un dépassement de 174%. Ce soir, notre consoeur prend le dossier du jour pour que chaque Congolais mesure exactement ce que ces chiffres signifient. Également dans ce journal, le 32e anniversaire du génocide contre les Batutsis du Rwanda et les questions que Kinshasa ne peut pas taire. Le bilan officiel des atrocités d'Uvira, l'arrivée de James Wan à la MONUSCO et toute l'actualité du pays. Les faits d'abord, ce soir comme toujours. Ce mercredi 8 avril 2026, 2 sociétés liées à l'homme d'affaires français Guy Azout ont déposé une plainte civile devant les tribunaux de l'État de New York. Le montant réclamé, 51 millions de dollars américains. L'objet du litige, des contrats de fourniture d'une flotte d'ambulances entièrement équipées, de formation de paramédicaux congolais et de maintenance à long terme, conclus avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Plusieurs hauts responsables congolais sont nommément cités dans la procédure. Ce n'est pas une menace, c'est une assignation. Le choix de New York comme juridiction n'est pas accidentel, il est chirurgical. En vertu du Foreign Sovereign Immunities Act américain, les États étrangers bénéficient en principe d'une immunité. Mais la loi prévoit une exception commerciale cruciale. Quand un État achète des ambulances comme un opérateur ordinaire, il agit en acheteur commercial et tève sa protection souveraine. Par ailleurs, tout paiement libellé en dollars transite par New York. En cas de jugement favorable, les créanciers pourront légalement viser les comptes congolais dans les banques correspondantes américaines. Les royalties minières versées par des multinationales actives aux États-Unis. Les biens souverains non diplomatiques de la RDC à l'étranger. Selon la plainte, les ambulances ont été livrées. Les équipements médicaux installés, défibrillateurs, systèmes à oxygène, moniteurs patients, matériel de stabilisation. La logistique d'acheminement depuis les ports de Boma et de Matadi jusqu'à Kinshasa assurée. Le gouvernement congolais n'a ni initié ni honoré le calendrier de paiement convenu. Ce qui est réclamé n'est pas seulement le prix des véhicules, ce sont aussi les intérêts accumulés sur des années, les pénalités de retard et les faits d'une mobilisation juridique internationale qui ne fait que commencer. Au moment de cette édition, aucune réaction officielle n'est venue du ministère de la Justice, du ministère des Finances, ni de la primature. Ce silence est lui-même un signal que les marchés financiers internationaux savent décoder. L'histoire bégaye ici depuis des décennies. Nos juristes connaissent ce scénario. Il y a le dossier FG Hémisphère contre la SNEL, cette dette de ligne à haute tension que la RDC avait tenté d'invalider devant ses propres tribunaux. La Cour d'appel de Paris a tranché. Un État ne peut pas modifier son droit interne pour échapper à des obligations protégées par la Convention de New York de 1958. Il y a l'affaire Glencore Crusader, où des allégations de corruption d'un magistrat congolais ont servi à étouffer des poursuites de plusieurs dizaines de millions de dollars. Ces précédents sont exactement ce que les avocats des Azout Companies ont lu avant de déposer leur dossier à Manhattan. Ils savent dans quel état ils assignent. Ce mécanisme
Les experts du droit international l'appellent le défaut déguisé. L'État congolais ne refuse jamais ouvertement de payer. Il ouvre un audit interminable. Il déplace les fonctionnaires signataires vers d'autres ministères. Il invoque la pénurie de devises. Et les années s'écoulent, jusqu'au tribunal étranger. La société civile internationale, les agences de notation, les bailleurs de fonds bilatéraux qui suivent nos contentieux savent que derrière chaque dossier new-yorkais, il y a un système qui produit ces défauts de manière systémique, pas accidentelle. La question que nos compatriotes méritent d'entendre, où sont ces ambulances aujourd'hui? Si elles ne circulent pas, ce sont nos urgences médicales qui continuent de se dérouler dans des taxibus bondés ou sur des mototaxis. Chaque épidémie d'Ebola, chaque résurgence de Mpox, chaque urgence obstétricale dans nos zones de conflit révèle le même vide. Et si un jugement est prononcé à New York et que Kinshasa ne l'exécute pas, des fonds vautours spécialisés peuvent racheter cette créance et traquer nos actifs souverains pendant des décennies dans les 170 pays signataires. Le créancier qui perd 51 millions dans un marché de services publics congolais ne revient pas. Son départ, ce n'est pas seulement sa perte. C'est le message qu'il envoie à tous ceux qui l'observaient depuis Tokyo, depuis Londres ou depuis Sao Paulo. La réputation d'un État ne se reconstruit pas avec des communiqués. Elle se reconstruit facture par facture, contrat par contrat, jugement par jugement. Et ce soir, nous n'en sommes pas là. Cette question de la gestion des deniers publics ne s'arrête pas à New York. Elle commence ici, dans nos propres registres budgétaires. Il y a un chiffre que le ministère du Budget a rendu public le 31 mars dernier et que nous n'avons pas le droit d'ignorer. En 2025, la présidence de la République a dépensé 832,5 millions de dollars. Notre Parlement en avait autorisé 303. Amanda a passé ses données au crible, chiffre par chiffre. Amanda, bonsoir. Le dossier du jour est à toi. Peux-tu nous en dire plus et éclairer la nation? Bonsoir Aurélie. Bonsoir à toutes et à tous. Un budget, ce n'est pas un document comptable technique réservé aux économistes. C'est un contrat. Il dit, au nom de l'État, à chaque Congolais qui paie ses impôts, qui supporte les taxes sur ses marchandises, qui survit à la pression fiscale de l'économie informelle. Voici ce que nous allons faire avec votre argent, avec votre accord. Ce contrat a été voté par notre Parlement. Il a été signé et il a été déchiré. Un dépassement de 174%, c'est le chiffre. Mais derrière ce pourcentage, il y a des réalités concrètes que nous allons nommer une par une sans atténuation. Les chiffres publiés par la Direction générale des politiques et programmations budgétaires du ministère du Budget sont formels. Pour la présidence de la République, le budget légalement voté pour 2025 était de 303,3 millions de dollars, ce qui a été réellement décaissé, 832,5 millions de dollars. L'écart, 529 millions de plus. Taux d'exécution officiel, 274%. Pour chaque dollar que le Parlement avait accordé, la présidence en a dépensé 2,74 $, sans retourner à la Chambre, sans vote supplémentaire, sans autorisation parlementaire, 274%. Entrons dans les détails, parce que c'est là que la vérité est la plus dure. Les dépenses de personnel à la présidence ont atteint 481 milliards de francs congolais contre 385 milliards prévus. Ce sont les salaires, primes et avantages d'une armée de conseillers spéciaux, chargés de mission et personnel d'appoint qui gravitent autour du palais de la Nation. Un dépassement de 25% sur cette seule rubrique. Mais c'est la rubrique fonctionnement qui dit tout sur ce qui s'est réellement passé. Les dépenses de fonctionnement ont atteint 567 milliards de francs, contre un plafond légal de 129 milliards. 4 fois et demi le maximum autorisé par la loi. Sur la seule rubrique fonctionnement, le dépassement dépasse les 437 milliards de francs. Ces lignes ne financent pas des munitions pour nos soldats du Nord Kivu. Elles financent des bureaux, des délégations, des véhicules, des missions, des commandes urgentes de gré à gré. Il y a pire encore. La présidence n'a pas seulement dépensé 832 millions de dollars. Elle a engagé des commandes et créé des obligations juridiques pour l'équivalent de 3 308 milliards de francs congolais en une seule année.
Ce qui a été effectivement payé sur cette somme, 2 372 milliards. Le reliquat, 935 milliards de francs, soit 328 millions de dollars. Que l'État doit maintenant à des fournisseurs, des prestataires, des entreprises congolaises qui ont livré leurs services. Ces 328 millions rejoignent automatiquement la dette publique intérieure. Des entreprises qui ont honoré leurs engagements attendent leur argent. Certaines ne survivront pas à cette attente. Ce schéma n'est pas une nouveauté. Il a des racines profondes dans notre histoire institutionnelle. Depuis les premières années de l'indépendance, la présidence de la République congolaise a toujours fonctionné comme le poste budgétaire qui s'affranchit le plus aisément de l'autorisation parlementaire. La Deuxième République avait institutionnalisé cette dérive. La transition démocratique des années 2000 l'avait atténuée sans la supprimer. Les données de 2025 confirment que l'équation structurelle reste entière. Qui contrôle? Celui qui contrôle tout. Pendant que la rubrique fonctionnement de la présidence explosait à 4 fois son plafond légal, les projets d'infrastructure de l'État, ses routes, ses centres de santé, ses écoles qui transforment concrètement la vie des familles, ont été exécutés à 29% de leur prévision. 29%. Ce n'est pas un retard administratif. C'est une priorité qui s'exprime dans les chiffres. Le fonctionnement des institutions politiques de Kinshasa passe avant les routes du Maniema, avant les maternités de Bandondo, avant les salles de classe de Butembo. La comparaison internationale est sans appel. La France gouverne un pays dont le PIB est 30 fois supérieur au nôtre. Elle administre la bombe atomique et orchestre une diplomatie planétaire. Budget de l'Élysée pour 2025, 132 millions de dollars. La Côte d'Ivoire, pays africain dont le PIB est légèrement supérieur au nôtre, consacre 167 millions de dollars à sa présidence. Taux d'exécution budgétaire global ivoirien, 97,2%. Pas de dérapage. Pas de dette flottante. Proportionnellement à leur économie respective, la présidence congolaise consomme 236 fois plus que la présidence française. Ce n'est pas une question de taille du pays, c'est une question de discipline et de choix politique. Un militaire déployé au front dans le Nord Kivu pour défendre notre territoire gagne moins de 100 $ par mois. La rubrique fonctionnement de la présidence a dépassé son plafond légal de 437 milliards de francs congolais en une seule année. Ces deux réalités partagent le même trésor public. Leur accès à ce trésor n'est pas le même. Aux abords du marché de la Victoire à Kinshasa, un vendeur qui gagne 5 000 francs par jour travaillerait des décennies entières pour approcher ce qu'a consommé la seule rubrique fonctionnement de la présidence en 2025. Ce n'est pas une métaphore, c'est l'arithmétique de notre réalité nationale. Pour 2026, le budget alloué à la présidence est de 560 millions de dollars, soit presque le double de ce qui avait été légalement autorisé en 2025. Si le rythme d'exécution du premier trimestre se maintient, à 87,8 millions par trimestre selon le plan d'engagement budgétaire du ministère du Budget. La trajectoire se dessine déjà. La loi de finances n'est pas décorative. C'est le contrat que l'État passe avec chaque Congolais. Ce contrat a été violé de 174% en 2025. La question appartient à chaque parlementaire, à chaque juge de la Cour des comptes, à chaque citoyen qui paie ses impôts. Combien de fois encore ce contrat peut-il être déchiré avant que la nation en supporte les conséquences irréversibles? Les faits sont posés, ils sont publics, ils sont incontestables. La suite appartient aux institutions de contrôle que notre Constitution a précisément créées pour ce moment. Merci Amanda. Ces 832 millions de dollars ne sont pas abstraits. Ils représentent l'argent des marchés, des champs et du travail de ce pays. Nous espérons que nous ne dépasserons pas cette fois-ci le milliard. Passons à présent à un dossier qui exige de nous une posture particulière ce soir. Ce 7 avril 2026, Kigali a commémoré le Kwibuka 32, le 32e anniversaire du génocide contre les Batutsi du Rwanda. Devant les tombes de plus de 250 000 victimes au site mémoriel de Gisozi, Paul Kagame a pris la parole. Nous nous inclinons devant cette mémoire, sans réserve,
sans équivoque. 800 000 êtres humains exterminés en 100 jours pendant que le monde regardait ailleurs. C'est une blessure de l'humanité entière. Dans son discours, Paul Kagame a dénoncé l'indifférence internationale de 1994. Les missions de l'ONU restaient sans suite face aux avertissements documentés. Le coût que des fonctionnaires internationaux avaient calculé pour une opération de brouillage des radios génocidaires et l'abandon des civils à Kikukiro. Des vérités historiques établies. Il a également ciblé des réseaux qu'il associe à la persistance de l'idéologie génocidaire, dont certains seraient actifs à Kinshasa. Nous rapportons ces faits, mais nous ne les édulcorons pas. Et parce que nous sommes une rédaction congolaise, nous ajoutons ceci. Depuis 30 ans, notre peuple vit sur son propre sol les conséquences directes de ce que cette région a traversé. Nous ne sommes pas neutres dans cette histoire. Nous y sommes profondément, douloureusement impliqués. Nous en sommes aussi des victimes. C'est précisément parce que nous ne sommes pas neutres que nous avons produit une analyse approfondie du discours de Gisozi. Une analyse rigoureuse, documentée. Nous hésitons à la mettre en ligne car la prudence éditoriale sur ce sujet est pour nous une obligation, pas une faiblesse. La question que nous vous posons directement à vous, nos auditeurs. Souhaitez-vous que nous publions cette analyse? Exprimez-vous en commentaire. Votre réponse guidera notre décision. Mais le poids de cette histoire prend ce soir une résonance particulièrement brutale avec ce que notre propre gouvernement a rendu public mardi à Kinshasa. Une preuve que depuis 30 années, les conséquences sont bien réelles. Le rapport présenté mardi à Kinshasa par le ministre des Droits humains Samuel Mbemba ne laisse aucune place à l'approximation. En 5 semaines d'occupation d'Uvira par l'armée rwandaise et ses supplétifs, entre le 10 décembre 2025 et le 18 janvier 2026, plus de 1500 personnes tuées, environ 14 400 femmes violées, plus de 300 000 personnes contraintes de fuir leur foyer, plus de 12 000 enfants exposés à la déscolarisation et au traumatisme, 9 fosses communes identifiées, dont 3 à Mayi-Yamoto contenant 115 corps et une à Kilomani avec 31 corps. Le rapport identifie par ailleurs plus de 162 camions en provenance du Rwanda impliqués dans des opérations de pillage organisées. Ces chiffres méritent d'être lus à voix haute, un par un, parce que c'est la seule façon de refuser qu'ils se fondent dans le bruit ordinaire de notre actualité. C'est dans ce contexte que l'Américain James Swan a pris officiellement ce mardi la tête de la MONUSCO, succédant à la Guinéenne Bintou Keïta. Sa mission, redéfinie par la résolution 2808 du Conseil de sécurité, surveillance du cessez-le-feu, opération offensive ciblée contre les groupes armés et soutien au retrait exigé des forces rwandaises. James Swan a été ambassadeur américain en RDC de 2013 à 2016. Il connaît notre pays. Ce qu'il va faire de cette connaissance, nos compatriotes de l'Est le regarderont sans indulgence et avec une lucidité que 30 ans d'occupation leur ont apprise. Ces combats et ces crimes se jouent dans notre arrière-cour. Mais 2 développements internationaux des dernières 48 heures tracent le contexte global dans lequel notre région se débat ce soir. À Budapest, ce mardi, le vice-président américain J.D. Vance et le premier ministre hongrois Viktor Orbán ont mis en scène leur convergence stratégique lors d'une rencontre historique. Première visite d'un vice-président américain en Hongrie depuis 35 ans. Les 2 hommes affichent une communauté de vues sur la résolution diplomatique du conflit ukrainien et souhaitent faire de Budapest la capitale d'un futur sommet de paix entre Washington et Moscou. Sur l'énergie, Orbán dénonce ce qu'il appelle l'échec total de la stratégie de Bruxelles face à la hausse des prix et vante son partenariat avec Washington comme garantie de l'indépendance énergétique hongroise. Les échanges commerciaux bilatéraux ont bondi de 50% en 2025. En parallèle de cette rencontre, Washington maintenait un ultimatum de 12 heures adressé à Téhéran concernant son programme nucléaire. Des frappes sur l'île de Karg ont été confirmées. Les infrastructures énergétiques iraniennes restaient hors de portée avant l'expiration du délai. La connexion avec notre réalité congolaise reste directe.
Toute perturbation prolongée des capacités pétrolières iraniennes pèse sur les cours mondiaux du brut. Le litre d'essence qui flambe à 5 000 francs à Bukavu ce soir n'est pas dissociable de ce qui se jouait simultanément à Téhéran et à Budapest ces dernières 24 heures. Ces bouleversements géopolitiques touchent notre carburant. Mais une autre transformation redécime la finance de notre continent de l'intérieur, en silence et à grande vitesse. Il y a 15 ans, l'idée qu'un opérateur télécom deviendrait le principal concurrent des banques africaines aurait fait sourire. Aujourd'hui, M-Pesa représente 42% des revenus de Safaricom au Kenya, selon les données de McKinsey. MTN Momo traite 500 milliards de dollars de transactions annuelles sur 19 marchés africains. Wave vient de constituer Wave Bank Africa SA avec un capital de 35 millions de dollars et attend l'agrément de la BCEAO pour exercer comme banque à part entière. Axian a décroché une licence bancaire digitale aux Comores en février 2026. Ce n'est plus une expérimentation. C'est une bascule structurelle qui redéfinit qui contrôle l'argent des Africains. Pour la RDC, la connexion est immédiate. Notre système bancaire formel touche moins de 20% de la population active. Le mobile money est déjà la réalité financière de millions de nos compatriotes qui n'ont jamais franchi la porte d'une agence bancaire. La question n'est plus de savoir si cette révolution fintech nous touchera. Elle est là. La vraie question est celle-ci. Avons-nous la vision stratégique pour faire de cette transformation un levier de souveraineté nationale? Ou allons-nous laisser d'autres définir les règles du jeu dans notre propre marché financier? Ces transformations de fond ne doivent pas nous détourner de ce que notre propre terrain envoie comme signaux précis ce soir. Voici les brèves de ce mercredi 8 avril. Ces grandes batailles juridiques, budgétaires et diplomatiques ne doivent pas masquer ce que notre pays vit concrètement sur son propre terrain ce soir. Voici ces signaux. À Lukweti, en territoire de Masisi dans le Nord Kivu, un calme précaire règne depuis lundi après-midi. La veille, dimanche 5 avril, des affrontements à l'arme lourde ont opposé l'AFC M23 aux combattants Wazalendo dans cette localité considérée comme un bastion des forces pro-gouvernementales. Les rebelles ont été repoussés vers Nyabiondo, leur position de départ. Les habitants n'ont pas totalement repris leurs activités. Aucun bilan officiel n'a été communiqué. L'axe Lukweti-Nyabiondo reste sous surveillance. Ce répit fragile à Masisi prend une gravité redoublée quand on regarde la route. À Bushushu, en territoire de Kalehe, dans le sud Kivu, le pont Lubumbuola s'est effondré lors des pluies du 5 avril. Le trafic entre Bukavu et Goma sur la route nationale numéro 2 est coupé. Au moins 5 à 8 morts selon les sources locales et la société civile, dont le président de la nouvelle société civile du Congo pour Kalehe, Benjamin Mungazi. Des champs dévastés, des maisons inondées. La société civile plaide pour la réhabilitation urgente des ponts de cet axe vital. Et pendant que cet axe est rompu, à Bukavu même, le litre d'essence est passé de 3 500 à 5 000 francs en une semaine. Certains revendeurs informels, les Kadhafi, le proposent jusqu'à 6 000 francs. Le prix d'une course de mototaxi a doublé en quelques heures. Insécurité physique, infrastructures coupées et flambée tarifaire. C'est la triangulation que subissent nos compatriotes du Sud Kivu ce soir. Jusqu'où? Cette pression à l'Est se double d'une semaine dense dans nos institutions nationales et sur les scènes de la diplomatie congolaise. Le Parti social-démocrate vert du député national Léonard Shea Okitundu a publié mardi une déclaration ciblant le maintien des troupes rwandaises en RDC comme une violation directe de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Réagissant à l'interview de Paul Kagame à Jeune Afrique où il justifiait cette présence par des mesures défensives, le PSDV rappelle que l'article 103 de la Charte des Nations Unies impose aux obligations onusiennes une primauté sur tout autre accord. Le parti appelle à un renforcement des sanctions contre Kigali et soutient la stratégie diplomatique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Rabat, au Maroc, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a rejoint la conférence annuelle
des Sénats d'Afrique. Sous son double mandat de président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine et de chef de notre chambre haute, il débattra jusqu'au 9 avril avec 25 présidents de chambres africaines sur la consolidation de la démocratie et de la paix sur le continent. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a reçu mardi une délégation d'ambassadeurs de 4 continents. Sur la table, fiscalité complexe, insécurité juridique, application de la loi sur la sous-traitance. Madame Suminwa a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à améliorer le climat des affaires. L'Assemblée nationale a par ailleurs déclaré recevables 2 projets de prêt avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, d'un montant global de 150 millions de dollars. 70 millions pour réhabiliter 980 km de routes rurales dans le Maniema et les Kasaï. Et 16 millions pour créer 8 incubateurs agricoles dans le Tanganyika, le Nord Kivu et le Congo central. Ces mouvements institutionnels coexistent avec des transactions qui engagent nos ressources stratégiques et des pages douloureuses qui tentent lentement de se tourner. Dans le secteur pétrolier, SEP Congo et l'ENGIP RDC ont signé mardi à Kinshasa des contrats d'exploitation des infrastructures pétrolières nationales. Les ministres Julie Chikou au portefeuille et Acacia Bandobola aux hydrocarbures ont présenté ces accords comme un renforcement de la souveraineté énergétique de l'État. Sur les minerais, Africa Intelligence rapporte que le groupe émirati International Resources Holding serait lié à Falcon Resources et Luna Mining, 2 entités qui ont récemment acquis des participations dans des actifs cuivre et cobalt de la Gécamine dans le Lualaba. La coentreprise Kabulongo Kanilombe Mining y est détenue à 60% par Falcon Resources et à 40% par la Gécamine. 16 protocoles d'accord avaient été signés à Kolwezi en janvier avec des entreprises émiraties dont le contenu détaillé reste confidentiel. Un mouvement qui confirme la montée en puissance des capitaux du Golfe dans nos minerais critiques. À Kisangani, le Fonds pour la réparation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, le FRIVAO, annonce la reprise prochaine de l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours de l'an 2000. Son président Dismas Kitenge conditionne cette reprise à un audit rigoureux du fichier des bénéficiaires. Le ministre d'État à la Justice, Guillaume Ngefa, en déplacement à Kisangani, a annoncé l'intervention d'un consultant international et d'un consultant national pour assainir la liste. L'indemnisation collective débutera en premier, 26 ans après les affrontements rwando-ougandais qui ont transformé Kisangani en ville martyre. Les victimes attendent encore. Cette attente est légitime. Elle mérite mieux qu'un audit supplémentaire. À Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Loukou, a convoqué mardi une réunion d'urgence avec les opérateurs télécoms pour durcir le contrôle des cartes SIM face à la recrudescence des crimes numériques. Une base de données sécurisée des abonnés est annoncée en lien avec le projet de fichier général de la population. Et à Kindu, dans le Maniema, la première conférence sur l'agriculture, le tourisme et l'eau réunit ce 8 avril plus de 500 participants nationaux et internationaux pour exposer les richesses encore largement inexploitées d'une province qui pourrait devenir un pilier de l'économie verte nationale. Voilà, chers compatriotes, le tableau que notre pays nous offre en ce mercredi 8 avril 2026. Des convocations devant les tribunaux américains, des chiffres budgétaires qui ne mentent jamais, des atrocités documentées que nous n'avons pas le droit de laisser se normaliser, des ressources qui bougent, des victimes qui attendent. Laissez-moi rassembler ce que ce soir nous a enseigné. Ce soir, Inside News RDC a mis 4 réalités sous les yeux de la nation. D'abord, la plainte des sociétés Azout à New York. 51 millions de dollars réclamés pour des ambulances livrées et jamais payées. Un dossier qui illustre la vulnérabilité croissante de notre État face aux juridictions étrangères et le mécanisme bien rodé de défaut déguisé. Ensuite, le dépassement budgétaire de 174% à la présidence de la République en 2025. 832 millions de dollars dépensés contre 303 millions autorisés. 328 millions de dettes flottantes créées en 12 mois sur les entreprises congolaises.
et des investissements d'infrastructures exécutés à seulement 29% de leurs prévisions. Troisièmement, le rapport gouvernemental sur Riviera. 1500 morts, 14 400 femmes violées, 9 fosses communes identifiées en 5 semaines d'occupation, 162 camions de pillage documentés. Et quatrièmement, James Swan à la tête d'une MONUSCO dont le mandat rénové par la résolution 2808 exige le retrait des forces rwandaises et autorise des opérations offensives ciblées. La pensée que nous partageons avec vous ce soir. Un budget n'est pas un exercice comptable réservé aux techniciens. C'est la révélation des priorités réelles d'un gouvernement, au-delà de toutes ces déclarations d'intention. Quand les chiffres parlent, ils ne mentent pas. Ce que les chiffres de 2025 nous disent sur les priorités réelles de notre État, chaque Congolais doit l'entendre, le retenir et poser la seule question qui vaille. Qu'allons-nous faire ensemble de cette vérité-là? Retrouvons-nous demain pour une nouvelle édition d'Inside News RDC. Que notre nation congolaise soit gardée. De Kinshasa à Goma, de Lubumbashi à Bukavu, de Kisangani à Beni, de Matadi à Mbandaka. Prenez soin de vous et des vôtres. C'était Aurélia pour Inside News RDC. Très bonne soirée et bonne continuation.